Salut! L'équipe de Sorociné prend des vacances bien méritées, mais pas d'inquiétude, on revient très vite dans vos oreilles pour de nouvelles aventures. Pour vous faire patienter, on vous propose de réécouter un épisode de novembre 2024 qui vous avait beaucoup plu, puisqu'on y parle de The Substance, l'événement gore et féministe de Coralie Farja qui avait fait couler beaucoup d'encre. C'est un film qui nous avait énormément divisés, l'occasion pour nous d'en débattre autour du micro. Bonne écoute et à bientôt! Je crois à l'influence immense des images. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « mais le son, ça m'intéresse ». Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page. Notre silence ne nous protégera pas. J'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Mariana Agier et pour ce nouvel épisode Focus, nous allons débattre autour d'un film qui a été un petit événement dans la grisaille de ce mois de novembre. Une fable gore sur le mythe de la jeunesse éternelle au croisement des cinémas de Kubrick, De Palma et Cronenberg. Je parle évidemment de The Substance, le deuxième film de Coralie Farja, auréolé au dernier festival de Cannes par le prix du scénario. Pour en parler, j'accueille autour de moi Lisa Durand, coucou, et Victoria Fabi. Bonjour. People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is The Substance. I'm Sue. You're hired. Let's go. Donc Lisa, avant d'ouvrir ce débat critique autour du film, tu voulais nous présenter cette réalisatrice française, Coralie Farja. Alors oui, Coralie Farja, même si elle a une carrière relativement jeune, donc The Substance, c'est son deuxième long métrage. Donc c'est une réalisatrice, scénariste et actrice française. Elle a fait des études à Sciences Po Paris et ensuite elle a rejoint la Fémis en 2010 dans le cadre de l'atelier scénario en formation continue. Mais elle avait déjà commencé à tourner au cinéma puisqu'elle elle réalise un premier court-métrage en 2003 où elle adapte une nouvelle de Ian Crichton Smith qui s'appelle Le Télégramme. Donc après ce premier court-métrage, elle mène en parallèle une carrière de comédienne et elle co-crée une série qui s'appelle Les Fées Cloches, qui est une série comique, qui est une mini-série comique et destinée à la jeunesse. Donc pour trouver des épisodes, c'est assez marrant sur internet où elle joue une fée un peu loufoque et c'est une série qui dure de 2008 à 2014 et qui est diffusée sur TF1. En 2014, justement, elle réalise son second court-métrage qui s'appelle Reality Plus et qui pose les bases thématiques et esthétiques de ce que deviendra plus tard The Substance, avec un intérêt prononcé pour le culte de la beauté physique, les implants, les boosters cosmétiques, une certaine forme de transhumanisme et les risques de toutes les pratiques mentionnées. Il faut savoir qu'on est quand même au mi-temps des années 2010 où une anthologie comme Black Mirror, qui est une série télévisée, est très très populaire et on a à ce moment-là un regain d'intérêt pour les récits de science-fiction et les récits dystopiques. Reality Plus qui est d'ailleurs disponible sur la plateforme Mubi et c'est à partir de 2017 qu'on entend beaucoup parler d'elle. Oui, en 2017-2018 elle fait le tour des festivals avec son premier long métrage qui s'appelle Revenge. Donc elle est notamment en compétition au Festival du film fantastique de Gérardmer en 2018 et elle remporte le prix de la meilleure réalisation au Festival international du film fantastique de Catalogne en 2017. Le film s'appelle Revenge et il explore le rape and revenge, donc littéralement le viol
et la vengeance, qui est un sous-genre un peu controversé du cinéma d'exploitation d'horreur, du thriller ou même du cinéma érotique, voire pornographique. Elle passe par une case réalisation télé comme pas mal de réalisatrices en 2022 avec l'épisode 9 de la série à succès The Sandman sur Netflix qui est adapté d'un comic de Neil Gaiman. Et en 2024, elle revient avec un second long-métrage, donc The Substance, comme tu l'as indiqué dans ton introduction, Mariana. Merci Lisa pour ce petit récap. Donc pour en revenir au film en lui-même, on va avoir beaucoup de choses à dire. Déjà parce que The Substance, c'est un film qui nous a énormément divisés à la rédaction de Sorociné. Victoria, Lisa, en une phrase déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Lisa, tu veux commencer ? Je vais faire les honneurs. Moi, je suis sortie de ce film très en colère. J'ai pas été la seule, mais ça confirme moi ce que j'aimais pas du tout dans ce que produit Coralie Farja et son idée même de ce qu'est le cinéma et la mise en scène. Donc moi, j'ai vraiment détesté The Substance. Et Victoria, je crois que c'est l'inverse. Alors, je suis sortie de la séance en étant assez emballée. Après, je suis un peu revenue sur cet emballement. Ce que je peux dire, c'est que, en effet, c'est pas une révolution féministe déjà, mais je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées, mais qui manquent d'aboutissement. Donc, je dirais que c'est ça ce que je pense du film. Et toi, Mariana, qu'est-ce que t'en penses ? Alors moi j'avais vu le film au Festival de Cannes, donc j'en parlais notamment avec Diane qui l'avait détesté dans notre épisode bilan du Festival de Cannes, et j'ai également écrit dessus pour le site. Je trouve que c'est un film qui est honnêtement assez divertissant et on en parlera, mais je trouve ça très agréable de voir des réalisatrices qui ont un peu l'audace d'aller jusqu'au bout de leur idée, quitte à friser un peu le ridicule parfois. Là où je suis un peu plus mal à l'aise, c'est plus par rapport à tout ce qui a été dit autour du film, notamment ce qui en a été commenté déjà pendant le Festival de Cannes et ensuite au moment de sa sortie, mais on va pouvoir parler de tout ça en détail. Le pitch de Substance, il est succinct et il est très clair. Je cite, « Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit, The Substance. Il a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. » Dans ce film, Coralie Farja va en effet s'intéresser à l'obsession de la perfection des corps à travers le personnage d'une ancienne star, reconvertie en animatrice d'aérobic pour une émission télé, incarnée par Demi Moore, qui perd son travail le jour de ses 50 ans parce que ses producteurs sont en quête de chair fraîche, et elle va céder à l'utilisation de cette substance acquise sur le marché noir qui va lui permettre de se créer un double plus jeune et parfait, incarné donc par l'actrice Margaret Qualley, qui elle va croquer à pleines dents tout ce que les hommes ont à lui offrir dans ce monde. On devine tout de suite, évidemment, c'est une dualité qui va très mal se passer, et The Substance va observer vraiment à la loupe le regard patriarcal sur le corps des femmes et la haine de soi qui découle de ce regard. Alors, avant qu'on parle plus précisément de la question du body horror qui a fait couler beaucoup d'encre sur le film, j'aimerais d'abord qu'on parle de l'écriture et de la mise en scène, parce que c'est tout de même un film qui a donc reçu le prix du scénario, notamment au Festival de Cannes, ce qui a été très commenté. Les filles, est-ce que ce film vous a convaincu à ce niveau ? Victoria ? Alors j'ai trouvé jouissif que l'écriture du film soit fondée sur une logique de surenchère et d'excès, parce que ça crée beaucoup de comiques de situation. En effet, en tant que spectatrice et spectateur, on est assez halluciné et on se demande mais jusqu'où va aller la réalisatrice. En fait, je trouve ça intéressant parce que ces questions du public, ça rompt en fait avec la vraisemblance du film d'horreur, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une posture de peur ou d'effroi, mais on se questionne davantage sur le processus de création et d'écriture du film. Et en fait, je trouve que ça place le spectateur dans une position qui est très intéressante parce que quand bien même il assiste à des violences patriarcales extrêmes, le public quelque part en redemande encore. Et c'est comme si le public, enfin le spectateur, la spectatrice, rentrait à son tour dans l'engrenage et devenait à son tour aussi monstrueux que le producteur par exemple. Donc du coup c'est assez intéressant d'être confronté face à notre propre monstruosité. Le problème étant c'est que la réalisatrice n'ouvre jamais de porte de sortie, c'est-à-dire qu'on ne sort jamais de ce spectacle, on ne sort jamais de cette surenchère, comme si finalement elle ne laissait jamais au spectateur la possibilité d'avoir une réflexivité sur l'aliénation dans lequel il est placé. Et par exemple, j'ai entendu beaucoup de personnes vanter le comique du film sans vraiment remettre en perspective cet humour, et je trouve que c'est assez dangereux, d'autant plus au regard de tout le marketing qui a été fait autour du film. On aura l'occasion d'en parler. Il y a des ambiguïtés qui rendent le film assez dangereux presque parfois.
Lisa, moi j'aurais presque aimé voir le film que tu décris en fait, parce que moi je trouve déjà que ce film a pas d'humour. Je comprends pas je comprends ce que tu veux dire et il y avait beaucoup de spectatoristes qui riaient dans la salle, et je comprends le malaise que tu expliques, et moi ça me fait vraiment flipper de me dire que premier degré ce film fait rire les gens, parce qu'en effet ce qui est montré est absolument abominable. Mais moi je trouve que c'est pas un film qui a vraiment de l'humour. Il y a un truc très pantin, désarticulé, qui me plaît pas du tout. L'écriture, je la trouve vraiment très pauvre. On parlait de ce prix du scénario qui est quand même incompréhensible. Oui, qui a été très très commenté sur le fait que c'est quand même plutôt pas le scénario qui prime dans le film, quoi. C'est plutôt sa mise en scène. Tout tient sur un mouchoir de poche. C'est pas tant le scénario qui il y a quelque chose de très formel et de l'ordre de la transformation et d'une certaine idée de la mise en scène qui intéresse Coralie Farja, mais j'ai pas l'impression que le scénario l'intéresse particulièrement. Moi je trouve que c'est un film qui refait la même scène pendant 2h20, même avec des actrices qui se donnent vraiment pour le coup corps au film, parce que moi je trouve qu'elle a d'ailleurs une façon assez dégueulasse de les filmer. Pour moi c'est même pas une histoire de female gaze, de male gaze ou de gaze. Je trouve que son regard est problématique, mais c'était déjà le cas dans Revenge. Elle a un regard sur les corps féminins qui, moi, me pose vraiment, vraiment question, et j'ai l'impression qu'on lui donne une lecture empouvoirante sur ses héroïnes, mais au final, moi, je trouve que son regard est pas empouvoirant du tout. Il y a quand même multiplicité de plans où elle est très focalisée sur le fait que Margaret Qualley, qui est très belle selon les standards d'Hollywood, est en petite culotte, et elle la filme vraiment à ras des fesses tout le long. C'était déjà le cas pour son personnage de Jennifer dans Revenge. Elle recycle une grammaire visuelle qu'il y avait déjà dans Revenge, même la façon dont elles sont habillées. Si vous avez l'occasion de regarder Revenge, c'est vraiment la mini-jupe de tenniswoman, les petites culottes, les petits crop tops. Il y a vraiment toute une esthétique un peu 80s glamour aussi, que moi je ne comprends pas, et j'arrive pas à trouver du second degré dans ce que fait Coralie Farja, et moi ça me pose un très très fâcheux problème, parce que du coup j'ai l'impression que elle se met vraiment en position de prédatrice, et que elle est célébrée pour ça. Je suis d'accord sur ce que vous dites en termes d'écriture, c'est que de toute façon le film est vraiment construit sur un principe de crescendo, à partir d'une idée qui est effectivement assez simple, sur le fait qu'Hollywood, dans le cas du film, et le système patriarcal de manière générale, déteste le corps des femmes vieilles, et que du coup on a ce culte des corps de jeunes femmes extrêmement vampirisés, et que le film va vraiment aller crescendo, donc avec vraiment un système de répétition jusqu'à un climax où elle essaye vraiment de déboulonner un peu tout ça. Je suis un peu moins d'accord pour le coup sur la question des corps, et notamment le comparatif avec Revenge, dans le sens où effectivement les deux films se rejoignent. Pour moi, il y a toujours une idée de exposer un fantasme et le désamorcer derrière, dans le sens où ces deux films commencent par des expositions effectivement de Lolita qui sont très très glamourisées, en plus avec cette imagerie très lissée, très pop, très saturée aussi, et que dans les deux cas il y a une forme de monstruosité, mais un peu bête et méchante en fait. Mais je dis pas ça pour le coup de manière péjorative, dans le sens où elle, c'est ça qui lui plaît, c'est ce côté très bête et méchant du registre d'horreur et du registre grotesque qui va l'intéresser. Dans Revenge, ça va être vraiment de la surenchère à n'en savoir plus que faire, d'hémoglobine, de pieds fracturés, de sang, de machin, de plaies ouvertes. Dans Revenge, on passe de l'ingénue à Lara Croft, quoi. Vraiment, le final, c'est un peu ça. Oui, mais Lara Croft baignée de sang, quoi. Enfin, je suis d'accord sur le côté de Lara Croft où on sort quand même, c'est peut-être la limite de Revenge pour moi, c'est qu'on sort quand même pas de ce côté sexualisé de son personnage, là où The Substance va plus loin que ça. Pour moi, The Substance, justement, a quand même ce twist intéressant, dans le sens où ce fantasme, il n'est pas juste désamorcé, il est vraiment démontré dans son aspect hyper monstrueux. Et pour ce regard sur les corps, je suis pas forcément d'accord non plus, dans le sens où je suis d'accord sur l'aspect extrêmement répétitif de toutes ces scènes extrêmement voyeuristes sur les seins, les fesses, le corps de Margaret Qualley, qui a été modifié notamment à l'aide de prothèses et à l'aide de retouches à l'écran pour avoir justement cet aspect de corps parfait. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant sur cette répétition, sur ces très gros plans qui mettent en fait mal à l'aise pour moi à dessein, dans le sens où
il y a une manière de justement faire ressortir la monstruosité un peu qu'il y a derrière ces corps qui sont présentés comme parfaits. C'est-à-dire qu'à force de les surexposer, de les filmer en très gros plans, etc., ils sont plus si parfaits que ça dans leur perfection, quoi. Il y a quelque chose qui est extrêmement, qui met extrêmement mal à l'aise et qui nous paraît finalement très monstrueux dans cette recherche de perfection absolue. Et même ça, moi, je l'ai pas ressenti. J'ai vraiment ressenti de l'ennui face à cet étalage vraiment de ces deux corps. Et enfin, même pour prouver ça fait partie de sa mise en scène, mais pour prouver son point, je trouve la façon dont elle filme et Demi Moore et Margaret Qualley vraiment pas très intéressante. Je trouve qu'elle réduit tout. On recrée une espèce de compétition qui est évidente, en effet, parce qu'on parle de jeunesse et de diktat de la beauté, d'Hollywood et de la course à la perfection, mais le fait que forcément la version idéalisée tout de suite soit dans quelque chose de très agressif, que la seule porte qu'on ouvre c'est la bataille entre ces deux femmes, moi me désespère en fait. J'aurais aimé qu'on me montre autre chose, j'aurais aimé quelque chose de plus malin, tout aussi jouissif dans le allons dézinguer un petit peu tout ce patriarcat qui nous a fait souffrir, mais dézinguons-le ensemble en fait. Vraiment, moi je trouve le postulat hyper réducteur. Moi je m'étais dit au moins elles vont peut-être s'entraider, ce sera il y aura un déluge d'hémoglobine, mais ce sera main dans la main. Ben non, encore une fois, il faut que ce soit grotesque, monstrueux, il faut que ce soit de la rivalité. Et moi j'avoue que j'ai trouvé tout ce défilé assez pénible, quoi, vraiment. Victoria ? Après, je trouve que justement cette rivalité, à un moment donné, s'arrête. Vous savez, c'est cette scène lorsque, du coup, elle arrive dans ce long couloir et qu'elle est complètement déformée et qu'il y a tous ces gens qui l'applaudissent. Et pour moi, j'ai ressenti que justement, c'est comme si elle se rejoignait à ce moment-là et c'est comme s'il y a une forme de lâcher-prise qui s'opère à ce moment-là. Les deux corps s'unissent d'ailleurs littéralement à ce moment-là. Oui, ouais. Donc il y a une forme de résilience, je trouve, sur ces dictates en fait concernant le norme de beauté. Mais d'ailleurs, le male gaze emprunté par la réalisatrice n'a pas seulement lieu lorsqu'elle sexualise le corps des actrices. Ce male gaze, ou plutôt je préfère l'appeler un regard extérieur, parce que je trouve que c'est un peu trop dichotomique de dire female gaze, male gaze. Mais on va dire ce regard extérieur qu'emprunte la réalisatrice sur ces personnages finalement. Il s'étend carrément finalement à l'expérience de détestation de soi dépeinte dans le film. Et ça, c'est vrai que c'est un choix qui est questionnable et d'ailleurs qui est questionné à juste titre, mais je pense qu'il a la qualité de montrer en fait, qu'il est intéressant parce qu'il a la qualité de montrer le geste d'aliénation, c'est-à-dire comment une personne est dépossédée d'elle-même par des normes, par des dictates, par la société finalement. Car si la réalisatrice avait montré l'expérience de détestation de soi du point de vue intérieur, ça aurait bien sûr été juste et peut-être même plus approprié à l'expérience que vivent beaucoup de femmes et plus globalement de personnes, mais il me semble que ça aurait aussi invisibilisé toute une partie de l'incarnation de cette haine, c'est-à-dire comment cette haine qui vient finalement donc de l'extérieur, elle est intériorisée. Comment est-ce qu'elle devient cette personne ? Mona Chollet, dans son nouveau livre « Résister à la culpabilisation », elle explique qu'elle avait par exemple beau faire tout ce qu'elle voulait, en fait c'était jamais suffisant et c'est à partir de ce constat-là qu'elle a compris que ça venait pas d'elle, que ça venait de l'extérieur. Du coup, je trouve que ça justifie le regard extérieur qui est emprunté sur l'expérience des personnages et on comprend en fait encore mieux toute cette pression, parce qu'à force d'être dans cette société qui est complètement aliénée, on en vient à s'habituer à des violences et je trouve que du coup, en ce sens, la mise en scène de Coralie Farja nous déshabitue en fait de cette violence et je trouve ça assez intéressant, pas toujours subtil mais intéressant. Oui, c'est vrai que la question de la haine de soi, c'est un des thèmes principaux du film qui découle en tout cas de ce regard patriarcal permanent. Même si j'ai pas forcément été convaincue par toutes les images du film, mais il y en a une en tout cas peut-être deux précisément, qui sont à propos du personnage incarné par Demi Moore, que j'ai trouvé assez intéressante. La première, c'est plutôt au début du film, donc quand on a justement son personnage qui est mis au placard le jour de ses 50 ans.
Et il y a une scène où en fait elle est dans un bar avec une robe avec un grand dos nu qui lui descend presque jusqu'aux fesses, et il y a quelque chose de l'éclairage qui fait ressortir en fait les muscles et les os de son dos, mais dans quelque chose d'assez d'assez monstrueux en fait. Enfin, je pense de toute façon c'est le terme qui s'applique pour tout le film, mais là à ce moment-là ça a vachement résonné avec tout ce que Demi Moore a dit ensuite sur le film et sur le fait qu'elle s'est beaucoup mise à nu et que notamment elle a beaucoup fait face à ses propres peurs à elle sur son corps, et j'ai trouvé cette image-là juste particulièrement parlante parce qu'il y a quelque chose de très déformé en fait dans cette image et dans cette représentation d'un corps vieillissant. Et Coralie Farja à beaucoup de moments va utiliser la lumière de manière peu flatteuse ou en tout cas de manière presque naturelle pour faire ressortir de manière assez prononcée les rides ou la peau qui s'affaisse ou des choses comme ça, et pour insister justement sur le biais un peu exagératif qu'on a justement sur la vision de soi et sur cette haine de soi justement à se comparer avec les autres. Il y a une scène aussi qui a été très commentée, qui est une scène où Demi Moore aussi se prépare pour aller à un rencard et est incapable en fait de mettre un pied dehors parce qu'à chaque fois qu'elle s'apprête et qu'elle sort, elle se retrouve en fait face à l'image de Margaret Qualley qui en fait est tapissée sur les pubs à sa fenêtre. Et à chaque fois, elle retourne du coup à son miroir pour en mettre un petit peu plus, pour essayer de refaire un peu, etc. Et finalement, en finit par presque s'arracher la peau parce qu'elle est incapable d'arriver à une satisfaction. À ce niveau-là, je trouvais que c'était deux scènes justement qui étaient plutôt réussies sur ce thème-là, même si effectivement le principal problème, et vous l'avez dit toutes les deux, c'est qu'on a un film qui ne donne pas de finalité en fait, pas de résolution à cette haine de soi qui est si forte, quoi. Tu parlais du body horror, Lisa, c'est effectivement une dimension du film qui a été extrêmement commentée. Le body horror, on l'introduisait déjà dans notre épisode sur Grave de Julia Ducournau, pour faire un petit pont avec une autre réalisatrice, sur ce type de cinéma d'horreur très hérité de tout le cinéma de David Cronenberg. C'est tout le sous-genre du cinéma d'horreur qui s'intéresse au corps, à la mutation des corps, à la mutilation des corps. Donc The Substance se revendique en tout cas d'être totalement dans ce genre-là. Et effectivement, le film va très vite basculer dans une deuxième partie qui va s'articuler beaucoup sur la déliquescence progressive du corps de Demi Moore, tandis que celui de Margaret Qualley va vraiment le vampiriser, lui prendre vraiment toute sa substance vitale pour pouvoir en vivre. Donc le corps de Demi Moore va petit à petit se pourrir sur lui-même, et elle va se voir elle-même en train d'entrer dans cet état de putréfaction, jusqu'à arriver à un final très hérité notamment de Carré au bal du diable, sans citer les très nombreuses références du film qui sont très explicitées. On en pense quoi de cet usage du body horror pour alimenter ce discours, notamment sur la perfection des corps, Lisa? J'enfonce le coup, moi j'aime pas le film, mais je vais pas dénier que plastiquement c'est plutôt malin. C'est plutôt oui, il y a un côté très Dr Frankenstein et sa créature, pour faire référence à Mary Shelley. C'est très hygiéniste, même dans la façon dont le kit de The Substance, qui a pas mal été marketé aussi, est vendu, mais je pense que ça c'est aussi pour faire référence à l'industrie de la beauté telle qu'elle est aujourd'hui, où on fait beaucoup il y a beaucoup de choses qui sont plus tabous. Il y a beaucoup de gens qui font d'injections purement de botox, mais d'acide hyaluronique, et donc vraiment on s'aligne sur un sujet de société. Après on prend aussi une comédienne qui est Demi Moore, qui est quand même un fort marqueur à Hollywood de ce que ça a été la star des années 80 et la star des années 90, et une carrière qui à un moment a été reléguée au second plan. Enfin, elle s'est beaucoup exprimée là-dessus, notamment sur son corps et sur les choses qu'elle avait le droit ou pas de faire à Hollywood. Elle, je dirais pas que c'est une victime, mais c'est un des grands exemples de cette violence-là, en tout cas. Et je trouve le choix de casting, ce choix plastique est assez... moi, je le trouve... C'est peut-être une des choses les plus réussies du film, je dirais. Même dans ce que tu parlais de corps en putréfaction aussi, il y a toute une recherche qui est vraiment... je n'ai pas le nom de la personne qui fait les personnes qui font la SFX, les prothèses et tout, mais il y a une vraie équipe qui a en tout cas fait un travail que je trouve assez abouti. Mais en tout cas, on n'est pas formellement... Je trouve qu'on n'est pas au niveau
c'est pas une compétition après, même s'il était à Cannes, de quelque chose comme dans le cinéma cronenbergien. Ce qui me manque dans The Substance, c'est la substance justement. Moi, au-delà de ce tour de force plastique, c'est vraiment l'arrière-plan qui, moi, ne me séduit pas du tout. Victoria ? Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et d'ailleurs, j'ai retenu une phrase que tu as dit juste avant où tu disais « j'en pouvais plus de voir à la salle de bain, j'avais l'impression d'être sale ». Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est intéressant aussi quand on regarde un film et qu'on est dans une salle de cinéma de faire attention juste au corps sans aller dans l'intellectualisation. Qu'est-ce que ressent mon corps ? Et en regardant le film, parfois, j'avais le besoin de toucher mon visage pour être sûre qu'il était encore là. Tout le travail qu'a fait l'équipe du film, ce qui est intéressant, c'est que en général, quand on veut métaphoriser quelque chose, j'ai l'impression qu'on part du matériel, du coup presque du corps, et on va vers l'idée, alors que là j'ai l'impression que c'est l'inverse. En fait, on revient au corps et pour faire du coup comprendre toute la violence patriarcale. J'ai été aussi assez attentive au jeu des deux actrices et j'ai trouvé qu'il y avait un déséquilibre en fait. Quand on est dans un rapport comme ça de détestation, de dysmorphophobie, en fait cette personne qui est aussi destructrice, en fait c'est nous. Et je trouve qu'elle n'est pas assez nourrie, que ce soit par la direction de l'actrice ou par le jeu de l'actrice. Oui, c'est vrai que le personnage de Sue, donc le personnage qui est incarné par Margaret Qualley, il y a ce côté où c'est vraiment une page blanche qui évolue dans un monde patriarcal et qui va plus ou moins en faire l'apprentissage. Et d'ailleurs, je me suis dit il y a quand même un pont assez drôle à tisser entre ce film et deux autres films qui sont sortis cette année et l'année dernière. C'est d'une part Barbie de Greta Gerwig et Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Dans les trois films, on a quand même un personnage conçu comme littéralement une page vierge, qui est un personnage féminin extrêmement ingénu et assez sexualisé, en tout cas dans deux des trois films, et qui va plus ou moins faire l'apprentissage de ce monde patriarcal et en tirer les conclusions qu'elle voudra. Mais c'est quand même quelque chose d'assez intriguant, ce petit pont à faire entre ces trois films. Ce qui est très drôle, tu parles de Pauvre créature et je te rejoins là-dessus, c'est que Margaret Qualley est déjà dans Pauvre créature et elle est déjà une page blanche qui est un peu le modèle 2.0 d'Emma Stone, et c'est assez marrant de voir que justement la carrière de cette comédienne suit une espèce de tracé un peu étrange. Oui, en fait, ce sera jamais des films révolutionnaires du point de vue féministe, parce que par exemple, il y a cette phrase de Audre Lorde que j'adore, qui dit on ne détruit pas la maison du maître avec ses outils. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça, c'est qu'il n'y a aucune réinvention, et encore dans les endroits où on reprend des codes de male gaze par exemple, il n'y a pas suffisamment de subversion pour que ce soit intéressant. Oui, et je trouve que ce manque de finalité, il se traduit aussi un peu dans son rapport au body horror, parce que effectivement, on n'est absolument pas dans une compétition, mais je trouve ça dommage qu'en fait, mais c'est quelque chose que j'ai déjà dit, je trouve que Coralie Farja a quand même un usage du body horror où elle cite énormément. On parlait de Cronenberg, mais il y a aussi évidemment Cronenberg étant une grande référence du body horror, mais on a effectivement des références évidentes à La Mouche, surtout ce rapport de la transformation progressive de la mutation du corps. On a aussi Elephant Man de David Lynch qui est une citation évidente du film, et en fait je trouve que dans ce rapport-là, une construction un peu conçue en crescendo jusqu'à ce climax, il y a quelque chose que je trouve finalement un peu timide en fait, où finalement on se réduit un petit peu à quelque chose qui a trait uniquement au fait de voir un corps se putréfier de plus en plus jusqu'à devenir finalement cette espèce de chimère qui devient un peu la métaphore un peu à gros sabots de l'impossibilité d'atteindre ce standard du corps parfait qui évolue par le patriarcat, etc. Au-delà évidemment de la dimension immédiatement assez choquante de la chose. En fait, ça se réduit tellement à sa finalité immédiate que j'en suis un peu déçue. En fait, il y a quelque chose qui est finalement assez peu subversif dans cet usage du body horror là, qui est finalement extrêmement premier degré, là où c'est quand même un genre qui est très poétique. Alors on peut aussi être là pour faire du cinéma bête et méchant, mais je trouve ça un petit peu dommage pour ce fait de revendiquer autant d'un héritage cinématographique pour finalement faire quelque chose qui ne dépasse pas tant que ça cette finalité immédiate là, finalement assez simple du discours qu'elle a sur l'impossibilité d'atteindre ce corps parfait. Je trouve ça un petit peu dommage. Je te rejoins là-dessus aussi sur c'est encore aussi tout un pan du cinéma de genre où le corps vieux ou mature est sujet à la peur.
y a quand même, enfin c'est un truc qui irrigue ce cinéma-là, mais c'est un peu, je trouve ça très limitant quand même, que tout de suite Moore soit puni par les excès de sa jeune version idéalisée d'elle-même, par oh mon Dieu, elle a un doigt, c'est une sorcière. Enfin, tout de suite on tombe dans le cliché de la sorcière au doigt crochu. De Blanche-Neige et de la vieille sorcière. Exactement. Alors qu'elle subvertit derrière, mais bon, ça reste quand même très premier degré. Enfin, oui. Comme tu le disais, ça subvertit pas grand-chose, quoi. Vous mentionniez beaucoup le marketing dans votre argumentation. À l'international, le film a été distribué par la plateforme Mubi, qui s'est pas mal démarqué ces dernières années par sa tendance à créer beaucoup d'attentes autour de ses films, notamment en créant en fait de l'engouement à travers les réseaux sociaux, en cherchant à faire des micro-buzz en fait à partir des retours festivals, donc des premières diffusions en festival du film avant sa sortie, donc a beaucoup relayé les réactions émues, choquées des spectateuristes. Il y a beaucoup l'idée, je parle de Substance, mais je pense aussi à des films comme par exemple Aftersun qui était sorti en 2022. Il y a beaucoup l'idée de faire très vite du film quelque chose de culte grâce au retour spectateur, en faisant des mèmes à partir du film, en le rendant en fait très tangible pour les spectateurs et spectatrices. En France, du côté de l'affichage, on a aussi beaucoup mis l'accent sur la beauté plastique très lissée, très provoque de Margaret Qualley, aussi pour brouiller les pistes autour du message du film. On en pense quoi de ce marketing, Lisa ? Moi, je trouve que Mubi, ça aligne pas mal sur ce que fait déjà A24, qui est une autre maison de prod distrib américaine qui sévit depuis 10 ans dans le paysage, et qui fait un marketing très agressif, très ciblé sur pas toute leur production, tout ce qu'ils distribuent, mais en tout cas quelques films qui vont bien marcher, et de là créer toute une imagerie. C'est vraiment quelque chose de très ciblé et très recherché, vers une niche cinéphile. Et en tout cas, The Substance est vraiment dans cette lignée où c'est un marketing qui est très basé sur ce qu'on pense que le film est, donc cette espèce d'objet très pop culture, un peu rétro 80s, parce qu'il y a ce truc de l'aérobic très Jane Fonda, donc dans quelque chose de très pop, quoi. En fait, pour moi, le marketing et surtout la réception de ce marketing auprès du public, ça révèle les ambiguïtés de la mise en scène dont on parlait tout à l'heure. Et donc ce film qui parle de violence patriarcale, en fait, ces images sont devenues les symboles de ces symboles. C'est-à-dire que les images qui ressortent de ce film, c'est devenu les images de The Substance, alors qu'en fait, à l'origine, on devrait plutôt penser que ce sont les images d'une personne, notamment de femmes au pluriel, qui expérimente la haine de soi. Et c'est un problème, je trouve, dans la réception du film, c'est cette ambiguïté qui consiste pour moi en un danger, mais ça relève les ambiguïtés de la mise en scène finalement. Oui, et en même temps, pour moi, les distributeurs du film insisté quand même de manière assez claire sur la dimension féministe du film. Sans doute de manière évidemment disproportionnée par rapport à ce qu'on a dit sur le message en lui-même, qui est finalement assez réduit. Mais ça fait aussi évidemment partie du travail du distributeur de créer des attentes, et notamment en ciblant un public qui va être évidemment séduit par les thématiques féministes du film. Là où je disais que ça m'embêtait aussi un peu en début d'épisode, c'est qu'il y a un côté justement à vouloir dépasser l'ambition du film en soi, qui finalement est un film pour moi qui reste quelque chose d'assez sympathique à regarder, dans le sens où ça fait référence à tout ce cinéma d'horreur qu'on avait dans les années 80-90, tout ce cinéma de David Lynch, pour ne citer que le plus intellectuel, mais aussi à du pur cinéma d'horreur un peu bête, mais quelque chose qui pour moi est revendiqué par la réalisatrice, le fait de faire du grotesque, de faire du kitsch. Donc pour moi, c'est plus ce décalage entre le fait d'apposer ce discours-là sur un film qui en même temps ne semble pas tant s'en revendiquer, mais en même temps est aussi revendiqué par sa réalisatrice. C'est là qu'il y a quand même
un gros décalage pour moi, c'est que dans toutes les conférences de presse qu'il y a eu autour du film pendant les festivals, il n'y a jamais eu de doute de la part de Coralie Farja. Elle a dit elle-même de vouloir faire quelque chose de révolutionnaire. Donc j'ai plus l'impression que c'est là que le bas blesse. Après, les films sont aussi faits pour être réappropriés par leur public derrière, mais il y a quand même ce décalage-là qui, pour moi, joue aussi sur la réception critique extrêmement clivée, et notamment du côté des personnes qui n'aiment pas du tout. J'ai l'impression que, bon, sauf pour toi, Lisa, mais c'est pas tant une détestation de l'œuvre en soi, mais c'est plus aussi une idée que, pour quelque chose qui se revendique tant féministe, on est quand même sur une idée de base qui tient sur 3 lignes, quoi. Pour finir sur ce riche débat, est-ce que vous avez des recommandations de films autour de cette thématique des standards de beauté ? Lisa ? Moi j'ai un documentaire, c'est Good Hair, qui est sorti en 2019. C'est un documentaire de Jeff Stilson, mais surtout qui est produit et qui est avec le comique américain Chris Rock, qui à ce moment-là avait été devenu jeune papa, et sa fille, donc il est afro-américain, et sa fille lui dit, un jour rentre de l'école en pleurant, il dit « Papa, pourquoi j'ai pas de bons cheveux ?» Et lui, Benoît, se dit « en fait c'est une question ». Et donc c'est un documentaire qui, certes, je trouve un petit peu mal vieilli parce que Chris Rock a des petits biais sexistes et se moque un petit peu de la consommation de produits cosmétiques du public majoritairement féminin du documentaire. Mais c'est le premier documentaire que moi j'ai vu qui parlait vraiment de la question de l'industrie du cheveu, et du cheveu surtout noir. Et là, le cheveu plutôt afro-américain, et de tout ce que ça encapsule comme souffrance en fait, et aussi comme fierté. Mais surtout de cette idée que pendant des siècles, on a été forcé et qu'on continue à nous vendre une beauté blanche, européenne, normative, avec les cheveux lisses, et que pour les personnes dont je fais partie, qui ont des cheveux afro, ça a été une vraie souffrance de genre brûler ses propres cheveux avec des produits chimiques, avec des lisseurs, et peut-être pour quelque chose de plus artistiquement abouti. Il y a un court-métrage d'une réalisatrice afro-américaine qui s'appelle Ayoka Shenzira, et qui est en animation. Ça dure une dizaine de minutes. Ça s'appelle Hair Piece, A Film for the Nappy-Headed People, qui est sorti dans les années 80, et qui, avec beaucoup d'humour et du collage, montre justement l'exclusion des personnes aux cheveux nappy, donc afro, du monde du travail, de la société en général, américaine, blanche. Et en tout cas, moi je conseille ces films-là. Et toi, Victoria ? Alors moi j'avais envie de pas forcément parler de films en fait dont le sujet c'est directement les standards de beauté, mais plutôt de parler de films dont les images réinventent ces standards de beauté en quelque sorte. Du coup le premier c'est un film de Barbara Hammer qui s'appelle Nitrate Kisses, et c'est un film absolument incroyable que j'ai découvert récemment, qui filme notamment une relation sexuelle entre deux femmes qui doivent avoir 70 ans à peu près, et qui sont donc lesbiennes. Et je trouve que ces images, pour le coup, sont sincèrement révolutionnaires, parce que c'est des images qu'on ne voit jamais. Personnellement, je trouve que certaines images vont un peu trop loin dans ce film, mais en fait, je trouve que c'est très intéressant de voir ça et de se rendre compte à quel point on n'est jamais confronté à ces images. Et donc, ça fait écho au film de Coralie Farja qui va renouveler toujours les images. Et deuxièmement, je voulais aussi parler du film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Beau travail de Claire Denis, parce que je trouve que c'est très intéressant la manière dont la réalisatrice va montrer et même montrer la sensualité de corps masculins, et même sensualiser ces corps masculins, et surtout au-delà de montrer la sensualité de ces corps masculins, comment elle fait de la sensualité quelque chose qui n'est pas binaire, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas affaiblir ces personnes-là, mais qui va les rendre vulnérables, et pour autant qui va aussi les rendre puissants, vibrants et pleins de vie. Et toi, Mariana ? Moi, je voudrais parler d'un film qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir dans quelques jours, à l'heure où sortira ce podcast, qui est un film qui s'appelle Diamant Brut, qui est le premier film de la réalisatrice Agathe Ridinger. C'est un film qui a des imperfections, je trouve, notamment au niveau de sa réalisation et de la distance du regard qu'elle a sur son personnage, mais qui aborde, je trouve, un questionnement sur le rapport des femmes à la beauté, notamment à la beauté outrancière. En fait, elle va raconter l'histoire
d'une jeune femme qui s'appelle Liane, qui a 19 ans, qui est obsédée par le fait de faire carrière dans la télé-réalité et qui va tout faire pour pouvoir passer à un casting et accéder à ce monde-là dont elle rêve. Et en fait, ce personnage, Liane, elle a un rapport à la beauté qui fait à la fois sa force et sa très grande vulnérabilité. Et je trouve que c'est un paradoxe qu'Agathe Ridinger explore assez bien dans son film, cette espèce de paradoxe de la féminité outrancière où en même temps elle tire une force immense à se sentir comme une reine avec ce rapport à cette beauté qui a quelque chose de presque un peu monstrueux aussi. Enfin, tout est très exagéré en fait, son rapport au maquillage, son rapport aux ongles, son rapport au tatouage aussi. Et en même temps, tout en faisant sa force, c'est aussi quelque chose qui est très douloureux, enfin qui est vraiment, c'est vraiment une douleur qui est gravée dans la chair. Elle se fait du mal physiquement pour en arriver à atteindre cet objectif-là. Donc je trouve que c'est un paradoxe qui est assez bien exploré dans ce film que je vous conseille et qui sort donc le 20 novembre. C'est la fin de cet épisode du Focus de Sorociné, on espère qu'il vous a plu. The Substance de Coralie Farja est toujours en salle, n'hésitez pas à nous faire vos retours, ça nous intéresse toujours. Merci à nos intervenantes du jour, Lisa et Victoria. Merci. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à partager cet épisode et à nous donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça nous fait toujours plaisir. Côté podcast, on se retrouve donc le mois prochain pour un épisode dédié au cinéma Kemp pour faire honneur à la sortie des Reines du drame d'Alexis Langlois. À bientôt.